Dans cette table ronde, on va regarder un peu quels peuvent être les échos de telles réflexions. D'abord, avec le Brésil, chère Maria Laura da Rocha, au fond, vous avez une position formidable. Vous êtes dans le camp des démocraties, vous êtes dans le camp des BRICS, vous êtes dans le camp des pays traditionnels, vous êtes dans le camp des pays nouveaux, vous avez cette culture très enracinée et très profonde, vaste, vous avez la puissance économique, donc vous êtes dans une situation... Autrefois, quand j'étais étudiant, on disait le Brésil, ce pays d'avenir et qui le restera. Bon, mais on voit bien que vous avez franchi des pas considérables. Mais comment allez-vous vous situer? Vous nous avez donné une belle leçon en montrant qu'on pouvait sortir du populisme, parce que c'est quand même un élément très, très important de voir que le camp démocratique peut l'emporter après avoir perdu au profit des populistes. Donc ça, c'est un élément majeur de l'évolution récente avec la victoire du président que vous avez élu. Et donc, de ce point de vue-là, comment situez-vous le Brésil dans cette tension internationale d'aujourd'hui et comment pouvez-vous apporter un supplément d'âme brésilienne à ce monde pour qu'il soit un peu moins désordonné? Merci beaucoup. Merci à tous. C'est pour moi vraiment un plaisir d'être là. J'ai écouté beaucoup de réflexions très importantes par rapport à la question de la gouvernance globale et de notre vie en communauté internationale. Et une surprise pour nous, Brésiliens, parce que je suis là avec mes collègues aussi, c'est que nous sommes très proches de Cognac Camus comme attitude à l'étranger, parce que j'étais très, très heureuse d'écouter le président Cyril Camus en disant qu'il allait négocier avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie. Il essayait de regarder comment ça se passe pour voir comment il se pose. Ça, c'est vraiment ce que le Brésil a toujours fait. Ça veut dire, comme nous sommes une société, comment on dit, diversifiée, avec beaucoup de cultures, nous avons un peu de chaque pays chez nous. Pour nous, c'est vraiment très facile de comprendre nos interlocuteurs, nos adversaires, jamais nos ennemis. On préfère toujours les adversaires. Et bon, alors, le Brésil, maintenant, il va prendre la présidence du G20. Alors, nous avons eu les réunions des BRICS élargies parce qu'il y a 6 pays qui sont entrés, il y a d'autres qui veulent entrer aussi, surtout parce qu'ils ne trouvent pas place dans d'autres formations. Et comme le BRICS, c'est une formation qui travaille surtout pour le développement durable, alors les pays en voie de développement, cherchant le développement, ils ont besoin de financement, ils ont besoin de meilleures pratiques, ils ont besoin d'échanges, et voilà, ils se sont trouvés là-bas. Et les BRICS, ce n'est pas une formation pour combattre contre aucune autre. À point de vue du Brésil, le BRICS, c'est une formation pour soutenir le pays en voie de développement qui veulent le développement durable. Alors, la présidence du G20, qui c'est très importante aussi, parce que ce serait la deuxième fois, la présidence du Brésil, où la Troïka, c'est des pays en voie de développement. Ça veut dire la présidence indienne a vu comme Troïka l'Indonésie, l'Inde et le Brésil. Maintenant, la présidence du Brésil, qui commence en décembre cette année, on va voir comme Troïka l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Ça veut dire 4 présidences d'une concertation importante parce que tous les pays développés sont là. Et ça fait 3 BRICS de suite à la présidence du G20. C'est une autre chose. Le G20, c'est bien parce que tout le monde est là. Hein. Voilà. Ça veut dire le monde développé et le monde en voie de développement, en essayant de trouver des solutions pour le développement. Ça, c'est très important. Et donc, pendant la présidence brésilienne, je serai très brève, parce que je sais qu'on a peu de temps, le président Lula veut surtout travailler pour continuer à combattre la pauvreté, essayer de soutenir le développement durable, que c'est important pour toutes nous. Ça veut dire les questions des crises financières des pays et surtout comment on va faire face, en essayant de se développer, faire face aux problèmes climatiques et des transitions énergétiques. Et tout va être mis dans la présidence
brésilienne. Et après, si vous voulez quelque d'autres choses, je peux le dire. Merci. Merci, on voit cette aisance, mais je pense à Madame Rousseff, qui était présidente brésilienne que j'avais reçue à la Commission des Affaires étrangères du Sénat, et je lui avais demandé, alors, qu'est-ce que ça fait d'être une femme à la tête d'un grand pays, une grande puissance, mais on est habitué, on représente la moitié de l'humanité et on est la mère de l'autre moitié, donc c'est pas un problème. Donc vous voyez cette aisance-là. Alors, c'était un message brésilien. On va écouter maintenant, dans ces forces qui montent, l'Arabie saoudite, avec certes un ambassadeur français, mais qui est observateur là-bas, avec Ludovic Pouille, qui est ambassadeur de France en Arabie saoudite, qu'il nous dise un peu ce qui se passe là-bas, cette émergence de l'Arabie saoudite. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un appétit des entreprises françaises pour aller en Arabie saoudite, tout le monde veut s'y précipiter, il y a des très grands projets, on y construit des villes immenses, on a vraiment une sorte d'un tropisme. Beaucoup de gens qui s'intéressaient à la Chine, qui prennent un peu de doute aujourd'hui, vont voir l'Arabie saoudite pour essayer d'avoir cette excitation de l'émergence suprême. Et puis, ces accords politiques, parce que tout ça, ça ne fait pas qu'avec de la puissance, l'accord avec l'Iran, le partenariat, tout ça, alors qu'il y avait une proximité avec l'Amérique. Donc, on a besoin d'un peu d'éclairage sur cette émergence de l'Arabie saoudite. Merci. Excellence, c'est à vous. Merci, Monsieur le Premier ministre, et merci effectivement de m'offrir l'opportunité d'offrir une perspective moyen-orientale à ces débats qui, pour l'instant, ont tourné autour du Moyen-Orient. On a beaucoup parlé d'Europe, d'Afrique, d'Asie. Et donc, je pense que c'est important d'avoir cette perspective, même si je ne suis pas du Moyen-Orient, je suis un observateur du Moyen-Orient. Je pense que vu du Golfe en particulier, il y a trois questions qui se posent aujourd'hui de manière assez vive. La première, c'est est-ce que l'affrontement entre le G7 et les BRICS élargis, est inéluctable. Autrement dit, est-ce que le slogan de propagande de Poutine de West versus the Rest est d'ores et déjà en œuvre? La deuxième question, c'est où se trouve le Moyen-Orient dans cette grande bascule mondiale? Le Moyen-Orient, qui pendant des décennies a été une zone de conflit, de guerre, de tension, est-il condamné à rester dans cet état, dans ce statu quo de conflit et de tension? Ou peut-il basculer dans une nouvelle ère et devenir un hub entre les trois continents? Et enfin, troisième point, et ça c'est le diplomate français qui parle, c'est où se trouve l'Europe au Moyen-Orient et comment aujourd'hui l'Europe peut-elle tirer son épingle du jeu dans cette bascule du monde. Alors à ces trois questions, je vais essayer de répondre de manière concise, mais en tant que diplomate, par nature optimiste, même s'il faut être réaliste, comme le rappelle mon ancien ministre Hubert Védrine, je vais essayer d'apporter, disons, quelque espoir à nos débats. Alors d'abord, l'élargissement des BRICS. Ce n'est pas une surprise que sur les 6 pays entrants, 4 sont du Moyen-Orient. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran. De fait, l'élargissement a été surtout un souhait chinois. Et lorsqu'on parle des BRICS élargis, lorsqu'on parle du Sud global, c'est quand même un concept très jinpingien. Et donc en apparence, cet élargissement des BRICS est une victoire chinoise dans un contexte évidemment de confrontation avec les États-Unis. Et le Moyen-Orient est une zone aujourd'hui de compétition forte entre la Chine et les États-Unis. Mais en fait, si on regarde de près les choses, le seul allié historique réel de la Chine dans les nouveaux entrants, c'est l'Iran. Les 5 autres pays entrants sont tous des pays qui sont très proches de l'Occident, voire parfois même des alliés de l'Occident. Alors, il ne faut pas donc minimiser l'impact politique de cette décision, mais simplement il faut aussi relativiser parce que l'hétérogénéité est là et ce n'est pas aujourd'hui un renforcement, je dirais, de cette logique de les BRICS contre le G7. Alors surtout, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces pays ont adhéré? Pourquoi ils ont voulu adhérer aux BRICS? Vu d'Arabie saoudite, il y a des raisons d'abord économiques et ensuite politiques. Les raisons économiques, elles sont, je dirais, très naturelles. Aujourd'hui, la Chine et l'Inde sont les 2 principaux acheteurs de pétrole saoudien. Et donc, il est tout à fait logique que l'Arabie saoudite tente de se rapprocher dans ce format de ces 2 principaux clients que sont la Chine et l'Inde.
Pour autant, il faut là aussi relativiser. On a beaucoup entendu parler de dédollarisation, on a beaucoup entendu parler d'un changement d'échelle financière au niveau mondial. L'Arabie saoudite va rester liée au dollar, comme le resteront les Émirats arabes unis. Et donc, on n'est pas à la veille d'un bouleversement de la gouvernance financière mondiale. Les raisons sont aussi politiques. Ces pays, aujourd'hui, tirent les leçons du désengagement américain relatif, mais néanmoins réel, de la zone du Moyen-Orient, après l'échec des interventions en Irak et en Afghanistan, et surtout, ils constatent le fait qu'aujourd'hui, les États-Unis, premier producteur de pétrole au monde, n'a plus besoin du pétrole moyen-oriental, ce qui explique aussi le désintérêt américain pour cette région. Et donc, dans ce contexte, élargir ses alliances, maximiser ses gains à l'international, c'est absolument nécessaire pour ces pays qui doivent réaliser leur fameuse vision 2030, vision 2040, et donc diversifier leur économie pour préparer l'après-pétrole. Alors, dans ce monde très brutalisé, où le Moyen-Orient a été souvent au cœur de l'actualité, on constate aujourd'hui, et ça c'est mon deuxième point, finalement une forme d'apaisement des tensions au Moyen-Orient, qui est évidemment bienvenue, et c'est un apaisement dont l'Arabie est aujourd'hui le principal acteur, voire moteur. C'est en fait... Il y a une double bascule en Arabie saoudite aujourd'hui. Il y a une bascule interne et une bascule externe. La bascule interne, c'est cette fameuse révolution culturelle, intellectuelle, économique, et là je reprends les termes du président Emmanuel Macron lorsqu'il est venu à Jeddah en 2021, qui est à l'œuvre dans ce pays, dans le cadre de la vision 2030. Et la bascule externe, c'est pour réaliser les grandes réformes, les grands projets que vous évoquiez, Monsieur le Premier ministre, dans ce pays, il faut un environnement apaisé. Et ça, c'est la politique du zéro ennemi. Et donc, l'Arabie saoudite a décidé de réconcilier les pays du Golfe, après le boycott du Qatar, a décidé d'engager la réconciliation avec l'Iran sous l'égide de la Chine. Pourquoi la Chine ? Parce que la Chine, c'est le seul pays aujourd'hui qui a des leviers sur Téhéran, et c'est un pays qui n'a absolument aucun intérêt à un conflit au Moyen-Orient. Et donc, l'Arabie saoudite, de manière très habile et intelligente, a utilisé l'Iran en se disant « l'Iran sera le meilleur garant d'une paix froide avec Téhéran ». L'Arabie saoudite engage une trêve avec le Yémen, essaye de sortir du bourbier yéménite, normalise ses relations avec la Turquie, reprend le chemin de Bagdad, reprend le chemin de Beyrouth avec nous, et last but not least, il faut le dire, normalise progressivement ses relations avec Israël. Ce qui, dans le cadre de l'abrahamisation de la région après les accords de 2020, va être un véritable changement d'échelle dans la relation entre Israël et son environnement arabe. Ça peut-être arriver rapidement, peut-être un peu plus tard, mais le processus est en marche et bien entendu, les Palestiniens doivent pouvoir en être également bénéficiaires. Donc l'objectif, c'est aussi derrière ça de faire du Moyen-Orient ce hub à la fois logistique, financier, énergétique, touristique, aéroportuaire entre les trois continents. Donc c'est très ambitieux et pour réussir, il faut pratiquer une politique d'apaisement. Et très franchement, ce que fait aujourd'hui l'Arabie saoudite, ce n'est rien d'autre que ce que le président de la République nous a dit en début de semaine. La France se veut une puissance d'équilibre au pluriel, l'Arabie saoudite se veut une puissance d'équilibre au pluriel. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, Européens, pour essayer d'éviter justement la prophétie autoréalisatrice de M. Poutine, « the West versus the rest ». Je pense qu'il faut continuer à essayer de peser. Beaucoup de choses ont été dites déjà aujourd'hui. D'abord et avant tout, il faut travailler sur nous-mêmes. Le renforcement de notre souveraineté industrielle, stratégique, énergétique, numérique est un préalable indispensable pour devenir un acteur qui pèse dans le monde d'aujourd'hui. Deuxièmement, face aux BRICS, privilégions la concertation plutôt que la confrontation. Et la chance que nous avons, c'est que dans ces BRICS élargis, nous avons beaucoup de partenaires. Nous en avions déjà, bien sûr, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, avec qui nous travaillons au quotidien de manière très confiante. Maintenant, nous en avons d'autres. Et donc, nous avons des leviers pour travailler avec les BRICS. Et l'Europe doit, pour reprendre les mots du président de la République, incarner cette troisième voie, parce que la troisième voie, ce n'est pas seulement une nécessité pour nous, une nécessité, une condition de survie géopolitique, mais c'est aussi ce qui est attendu de nous par la plupart des pays du Sud global. Le Sud global ne veut pas choisir entre la Chine et les États-Unis. Et ils ont besoin d'une voie européenne qui puisse leur dire il y a une troisième voie, une alternative, et on veut travailler avec vous.
Ensuite, je crois qu'il faut effectivement, ça a été dit, rester ferme sur nos valeurs, mais il faut aussi accepter que l'autre ne pense pas comme nous, pour reprendre le terme d'un ancien grand ambassadeur de France. Et donc il faut dialoguer. Il faut dialoguer pour faire avancer nos principes avec les sociétés civiles, avec les femmes en particulier, les femmes dans le Golfe et en Arabie Saoudite qui prennent leur destin en main. Il faut aussi éviter d'être donneur de leçons. On l'a été trop longtemps, et de manière très maladroite. Donc aujourd'hui, il faut être cohérent, il faut rester fidèle à nos principes et nos valeurs, mais il faut aussi éviter le deux poids, deux mesures. Et je pense en particulier à notre position sur la Palestine. Par ailleurs, il faut être, et ça c'est un peu notre ADN à nous, diplomatie française, créatif. Nous savons parler à tout le monde, nous savons créer des formats. Dans quelques mois, nous allons réunir le 3e sommet de Bagdad, initiative du président de la République, qui vise à réintégrer l'Irak dans son environnement régional et à permettre à l'Irak de sortir par le haut de cette crise majeure qui a été la lutte contre Daesh. Eh bien, la France est le seul pays qui est capable aujourd'hui de mettre tous ces pays de la région autour de la table, Turquie, Iran, Arabie Saoudite, pays du Golfe, etc., pour favoriser des coopérations régionales. Il faut aussi utiliser, ça a été dit, notre soft power. Le soft power, eh bien, c'est l'ADN de l'Europe, parce que l'Europe, c'est le dialogue culturel, c'est la diversité. Et le monde ne doit pas être condamné à choisir entre parler anglais ou parler mandarin. La francophonie, Madame la secrétaire générale, eh bien, la francophonie, c'est notre force, c'est un atout que nous devons absolument utiliser. Et je vois dans le Golfe une envie de français, une envie d'apprendre le français. Agissons aussi avec solidarité. Il faut le rappeler, ça n'a pas été dit suffisamment aujourd'hui. L'Europe est le premier bailleur d'aide humanitaire dans le monde. Quand on voit que face à nous, nous avons la prédation russe et la prédation chinoise en Afrique. Et donc, il faut là aussi dire les choses et travailler en triangulation avec nos partenaires, avec le Brésil, comme on le fait déjà, avec évidemment les pays du Golfe qui ont cette puissance financière, et pour aider les pays les plus pauvres. Aujourd'hui, on a parlé de la question des céréales. Moi, la question que je pose à mes amis des BRICS, c'est que font les BRICS pour pousser la Russie à ne plus affamer l'Afrique. L'affaire quand même de l'accord de la mer Noire sur les céréales, c'est quand même catastrophique. Et les principales victimes, ce sont les pays du Sud global. Et il faut le rappeler. Il faut construire des partenariats, ça a été dit, sur les enjeux globaux. La planète, le climat, c'est peut-être là où ça sera le plus dur, parce qu'effectivement, là, on est un peu antagoniste. La COP28 va être un test extrêmement difficile, compliqué, mais c'est parce que c'est difficile qu'il faut de la diplomatie et qu'il faut dialoguer et qu'il faut essayer d'aligner nos intérêts. On a beaucoup parlé des intérêts. Là, l'intérêt, il est collectif. Enfin, last but not least, je finirai par là. Je le redis, vu du Moyen-Orient, ne lâchons pas l'Ukraine. Ne lâchons pas l'Ukraine. L'Europe sera jugée à l'aune de sa capacité à tenir ses engagements et à aider l'Ukraine. C'est la défaite de l'armée russe en Ukraine qui va nous permettre de jouer pleinement notre rôle dans cette nouvelle bascule mondiale. En revanche, une victoire russe plongerait non seulement l'Europe, mais le monde dans le chaos. Merci. Moi, ce que j'aime bien dans ce forum du Futuroscope, c'est quand les ambassadeurs parlent comme des responsables politiques. Avec énergie comme ça fait du bien parce qu'on se dit qu'au fond, la diplomatie a son prolongement sur la conviction. Vaïnala Rarinirina. Madame la ministre, c'est un bonheur de vous avoir parmi nous. Vous avez donc, vous aussi, une culture complexe, géographiquement, politiquement, hein, dans l'océan Indien, mais aussi au cœur, je peux dire, de l'Afrique, qui est toute proche. Donc, comment voyez-vous votre rôle? Je sais que vous avez des élections présidentielles prochainement, donc tout ça va être en discussion dans votre propre pays, mais nous sommes très heureux d'avoir votre témoignage avec cette expérience qui est la vôtre, à la fois politique, mais aussi sur les questions techniques de l'environnement. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Et puis, permettez-moi de vous remercier, vous et votre équipe, pour cette invitation. Et c'est un réel plaisir et honneur d'être là et de rencontrer ces grandes personnalités et ce public également. Je voulais peut-être tout d'abord contextualiser un peu, vous l'avez déjà dit, Madagascar, qui est ce territoire plus grand que la France, très stratégique, qui intéresse beaucoup de pays, à la fois africain, qui a aussi une identité
indiano-océanique, qui est aussi un carrefour. On n'est pas loin de beaucoup de pays et surtout, on va dire, un choix nouveau depuis quelques années, c'est de se dire Madagascar ouvert au monde. Donc on est en plein cœur de cette mutation en termes de choix. Et je reprends peut-être la phrase qui a été dite hier soir ou ce matin par un des intervenants. Le choix de Madagascar, depuis l'arrivée du nouveau président, donc qui est en fin de mandat maintenant, était de se dire, travaillant avec tout le monde, peut-être un peu la position brésilienne. Et je me suis beaucoup retrouvée aussi dans le discours ce matin de Monsieur Camus. Bien évidemment, malgré ce choix, ou même s'il y a ce choix de s'ouvrir à tout le monde, il y a une relation qui est traditionnelle. Madagascar, ancienne colonie française, Madagascar qui a une longue relation avec l'Europe, qui reste son partenaire principal, même si on voit une baisse de l'aide au développement. Je ne sais pas si on peut appeler ça une baisse, ou en tout cas si les autres augmentent leur aide, mais en tout cas, il y a cette réalité-là aussi. Peut-être un point sur lequel je voulais surtout insister, et je remercie vraiment du fond du cœur Monsieur le ministre Védrine d'avoir mis ça en avant, c'est la question écologique ou environnementale. Et nous, en tout cas, on parle beaucoup de diplomatie verte. À partir du moment où on a mis en place ces COP, les conventions des parties, on accepte l'idée qu'il y a des conflits, il y a des intérêts divergents, des intérêts communs, il y a du lobbying. Et donc, on doit aussi mettre en avant cette diplomatie verte puisqu'elle contribue également à renforcer peut-être ces frustrations, ces sentiments d'injustice, d'inéquité au niveau du continent africain plus particulièrement. Je voulais aussi souligner que ce qui se passe au niveau des questions climatiques et environnementaux en général ne sont que la cristallisation de cet échec du multilatéralisme. Et je voulais peut-être témoigner un peu de mon expérience quand j'étais ministre de l'Environnement, où j'ai eu le privilège de participer aux négociations pour le continent africain, mais notamment pour les least developed countries, donc les pays les moins avancés, mais aussi pour les États insulaires. On a vécu vraiment des moments très difficiles où on était dans une incompréhension sur plusieurs sujets. D'abord, la promesse de Copenhague des 100 milliards de dollars par an qui n'a jamais été réalisée, ou peut-être Monsieur le Premier ministre pourra donner plus d'éléments chiffrés, mais on n'est même pas à 10% de ce qui avait été promis. Beaucoup de ces pays-là, je rappelle, le continent africain est responsable pour moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, mais beaucoup de ces pays-là se retrouvent victimes du changement climatique, et donc il y a une guerre en Afrique qui se passe, et dans ces États insulaires, mais une guerre qui se passe en silence. Et donc quand on a dû batailler depuis plusieurs années au niveau de ces COP sur ces questions de financement, beaucoup de ces pays ont l'impression que leur guerre n'est pas importante pour le reste du monde. Donc ça, c'est une frustration qui est énorme. Il y a eu Sharm el-Sheikh, mais l'Afrique est venue majoritairement avec déjà un sentiment qu'on va venir, mais il n'y aura pas grand-chose. Et puis, il y a cette année donc, qui sera accueillie aux Émirats arabes unis. On a un léger optimisme, mais vu le contexte et puis surtout ce sentiment que finalement cette guerre qui se passe et qui est silencieuse et qui tue, qui crée des famines dans mon pays chaque année, la sécheresse et les cycles de cyclones et d'aléas climatiques qui détruisent énormément, on a l'impression que c'est beaucoup moins important. Ce qui emmène aussi à cette position malgache, mais qui est partagée par une quarantaine de pays. Monsieur le ministre Védrine l'avait rappelé tout à l'heure, le choix du non-alignement sur la guerre en Ukraine. Ce n'est pas qu'on est pour la guerre ou pour tel ou tel, mais c'est vraiment se dire, nous avons une guerre terrible qui se passe sur le continent et on n'a pas les moyens de regarder ailleurs
nous avons la question énergétique, la question de la souveraineté alimentaire. Des gens continuent à mourir de faim sur le continent africain tous les jours. Et est-ce qu'on a besoin de regarder là-bas? Il faut se concentrer sur nos problèmes d'abord, qui sont pour la plupart d'abord des problèmes de pyramide de Maslow, de besoins primaires au quotidien. Donc c'est un peu la position de Madagascar qui a peut-être été un peu mal comprise au début, mais je crois qu'il y a eu un travail qui a permis vraiment de rendre explicite cette position. Je voulais sinon parler d'un autre point, puisque c'est un sujet qui est très important aussi, sur la place la place de tous ces pays, la place de l'Europe, la place des États-Unis, de la Chine, de la Russie, à Madagascar, où sur la plupart de ces pays qui ont décidé de s'ouvrir, c'était de se dire multiplions les investissements directs étrangers, tout en n'ayant pas peur, parce que c'est un peu aussi le sentiment que nous avons. Je ne sais plus lequel des intervenants disait hier que on dirait que l'Europe n'était pas assez préparée à cette arrivée massive de la Chine et de la culture chinoise et des produits chinois, etc. Je crois que nous, on n'avait pas trop le choix, ou en tout cas, on n'a pas trop réfléchi, on a vécu les choses comme elles sont arrivées. Et donc, Madagascar voit arriver effectivement beaucoup d'investisseurs de tous horizons. On a effectivement les stades chinois, on a les routes construites par les sociétés françaises, on a voilà, le Maghreb qui arrive aussi, on a maintenant beaucoup de contrats avec les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, etc. Donc l'idée, c'est vraiment cet intérêt commun. Et je crois que c'est ça le cœur même de la gouvernance mondiale, c'est comment on construit le commun dans un monde en mutation et comment gérer les intérêts divergents. Et parfois, nos partenaires deviennent nos adversaires sur des intérêts divergents. Et donc, c'est trouver cette intelligence de se dire, travaillons sur les intérêts communs. Quand il y a des intérêts divergents, soyons civilisés, trouvons aussi des solutions pour qu'on continue sur les intérêts communs et en même temps voir ensemble comment ces intérêts divergents n'emmènent pas vers le clash ou vers la guerre, par exemple. Et enfin, si vous permettez, Monsieur le Premier ministre, pour terminer, je pense qu'il y a vraiment un besoin de... Je ne sais pas si on peut parler de retour en arrière sur certaines valeurs ou plutôt de revoir comment on avance vers du co-développement. C'est des partenariats qui permettent aux uns et aux autres de sentir qu'il y gagne lui aussi, des partenariats gagnant-gagnant. Et je voudrais peut-être partager une expérience qui est assez intéressante sur, par exemple, ce que fait l'Europe à Madagascar. On parlait de la timidité de l'Europe ou l'auto-effacement avec certains des intervenants hier soir. À Madagascar, l'Europe s'est plutôt réveillée depuis 2 ans. Donc le fonctionnement de l'équipe Europe à Madagascar a été réorganisé. Ils ont créé ce qu'on appelle la Team Europe, donc qui est constituée par les 2 chancelleries françaises, allemandes et l'ambassadeur de l'Union européenne, avec à chaque fois une présence des 3 à chaque rencontre, à chaque événement. Et puis l'autre chose qui est très importante et qui, à mon avis, est une expérience intéressante et à déployer ailleurs, c'est qu'on voit vraiment des ambassadeurs présents partout. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui vont descendre dans le Grand Sud, qui vont descendre sur le terrain, voir les problématiques de l'eau, de la sécheresse, des questions énergétiques, etc., et qui remontent par la suite les vrais besoins des populations, les projets dont on a besoin. Et donc là, on est sur vraiment cet alignement d'intérêts communs, surtout de co-développement. Et vraiment toute dernière chose, parce que c'est un point important, et pareil, Monsieur le ministre Vétrine l'avait souligné, je crois, c'est sur la manière aussi de partager cette valeur démocratie. Je crois qu'on a aussi une leçon à tirer sur des pratiques qui ont été régulièrement, pendant de longues décennies, interprétées comme une ingérence, comme une intrusion, comme moralisatrice sur comment l'Europe peut accompagner les pays vers la voie de la démocratie sans aller sur peut-être certaines lignes rouges. En ce moment, il y a une petite polémique à Madagascar parce qu'on est à l'approche des élections. C'est que l'Europe a conditionné
son financement du Basket Fund sur la mise en place d'une charte de bonne conduite, donc pour les acteurs politiques, notamment les candidats. Tout le monde a joué le jeu, mais en backup, je sais que ça a blessé beaucoup de monde en disant mais est-ce qu'on a besoin de l'Europe pour bien se tenir dans des élections? Donc voilà, c'est un peu ce type de pratique qu'il faut qu'on revoie et qu'on, tout en même temps, aider le pays à avancer vers la voie de la démocratie, puisque plusieurs de nos pays sont des pays démocratiques, c'est des républiques démocratiques. Merci beaucoup. Merci Vainala de cette belle intervention. On voit que la secrétaire générale de l'OIF avait raison, la parole aux femmes, ça compte et ça peut aider, parce que là, on voit deux sujets qui sont très, très importants. Le premier qui rejoint ce que vous disiez, Louise, tout à l'heure, c'est au fond qu'on a besoin de se comprendre. On voit bien que vous considérez cette lutte contre la pauvreté, toutes les difficultés climatiques, comme une sorte de guerre. Et quand on vous parle d'une autre guerre, vous avez cette réaction et ce contexte de compréhension qui fait qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Et puis, vous avez aussi cité cette déception à propos des 100 milliards. Et donc là, je vais laisser la parole à l'ancien Premier ministre du Bénin, avec Lionel Zinsou, parce que c'est la question un peu de cette confiance qu'il faut avoir dans le monde développé pour le monde qui doit se développer, et donc au fond de créer un climat international de confiance. Si déjà tout le monde doute de soi, puis doute des autres, et que le tout rentre en situation de polémique, on a assez peu de chances de construire des stratégies qui soient des stratégies rassembleuses et positives. Et donc il y a cette recherche de confiance. Et comment essayer de regagner la confiance? D'abord, est-ce que c'est dégradé au point que tout est fini, ou est-ce qu'on peut remonter cette dynamique de confiance? Lionel Zinsou. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bonjour et merci à tous. Moi, je suis un afro-optimiste béat, comme disait Dominique de Villepin, donc j'assume ma naïveté, et je suis en plus un euro-afro-optimiste. Donc, j'assume mes deux naïvetés. Je voudrais juste dire, Monsieur le Premier ministre, d'abord compliment pour cette réunion que je trouve exceptionnelle par le niveau, mais je voudrais dire aussi à mes camarades de panel, je suis très impressionné par tout ce que Louise a dit, et notamment de l'intérieur du multilatéralisme, les progrès qu'il faut faire et comment on doit les faire. Donc je pense qu'il faudrait que le Bénin présente la candidature de la première secrétaire générale, qui serait une femme à la tête de l'ONU, puisque c'est le grade au-dessus, puisqu'il y a un peu plus encore de pays, comme elle nous l'a indiqué tout à l'heure. Je voudrais aussi dire combien je suis heureux d'écouter Vainala, parce que, vous voyez, il y a une grande chance pour l'Afrique, qui est la qualité extraordinaire et les progrès donc de gouvernance extraordinaires liés à la génération qui est maintenant aux affaires, c'est-à-dire la génération de mes filles, des gens qui n'ont aucune limite dans leur formation, aucune forme de complexe, et qui prennent en main et la gouvernance publique au sein du gouvernement, au cœur de la présidence de la République à Antananarivo, ou des entreprises. Et notamment, c'est extraordinaire le nombre de femmes qui créent des entreprises en Afrique. Et Louise insiste souvent là-dessus, l'entrepreneuriat féminin dans les start-up et dans les licornes sont en Afrique très souvent des entreprises africaines. Et donc là, on a de cette manière une exemplarité de ce qu'est cette nouvelle gouvernance. Et c'est ces gens-là qui vont qui vont jouer dans la bascule. C'est cette génération-là. Alors je ne cacherai pas non plus mon plaisir de dire que ce pays, qui n'est pas une colonie du Bénin, mais qui a quand même été peuplé par le Bénin, et qui s'appelle le Brésil, combien nous en sommes fiers, nous qui représentons une partie de la culture brésilienne, de cette culture éclectique. Et enfin, je voudrais dire qu'avec mon ami Ludovic, je crois qu'on a une petite chance, et c'est très important de contribuer au hub, parce que je sais qu'il est très intéressé à la triangulation, parce qu'il y a des besoins, des compétences, des financements possibles. Tout ça est assez complémentaire. Et l'ingénierie de la triangulation pour le développement
qui, je crois, va être assez spectaculaire à la conférence de Dubaï, là, avec COP28. L'Arabie saoudite en est maintenant véritablement porteuse. La triangulation a longtemps été un thème rhétorique. J'ai l'impression que ça correspond à des flux financiers. Mais pour revenir à la question du Premier ministre, tout à l'heure, vous avez dit que j'avais de la sévérité. J'ai aucune sévérité. Vous avez dit que j'avais un regard sévère parfois sur ce que l'Europe fait en Afrique. Pas du tout. Mais je trouve qu'il faut aller sans complaisance vers des données précises. En matière financière, il y a une cristallisation de la défiance des pays du Sud, et notamment des pays africains, parce qu'il y a une déception et une désillusion. Et pour quelques raisons précises. Si vous demandez quelle est l'évolution du commerce entre les États-Unis et l'Afrique, on a fait le test au dîner hier soir, personne n'a en tête que sur 10 ans, il a été divisé par 2. Pour la même raison qui a été évoquée par son Excellence, qui est les États-Unis n'ont plus besoin du pétrole africain, non plus, pas seulement du pétrole du Golfe. À partir de là, évidemment, on va vers quoi? On va vers l'Europe et on va vers l'Inde et la Chine. C'est comme ça. Le Gabon, moi, on m'interroge l'autre jour sur BFM, est-ce que c'est une régression de la France? Mais attendez, quelle est la composition du commerce extérieur du Gabon? Longtemps, ça a été les États-Unis, parce qu'il fallait exporter du pétrole et du manganèse, et puis l'Europe, évidemment. Aujourd'hui, c'est 33% de part de marché de la Chine, c'est le plus grand client, suivi de l'Inde, comme tout le monde. C'est un sous-jacent dans la grande bascule, Monsieur le Premier ministre, fondamental. Le changement des flux de marchandises, des marchandises les plus vendues au monde, le plus grand marché du commerce mondial, celui des hydrocarbures et des produits énergétiques en général, franchement, est un sous-jacent absolument déterminant. Ça a commencé sous Obama. C'est pas Trump qui a contracté les relations économiques et c'est pas Joe Biden qui pourrait les relancer, même s'il réunit beaucoup de chefs d'État sur les valeurs démocratiques ou bien un grand sommet Afrique-États-Unis. Mais enfin, la vérité, c'est que vous avez une contraction en 10 ans, alors que le monde a progressé en 10 ans de 80% du PIB, on a divisé par 2 les échanges avec l'Afrique. Donc ça, c'est un sous-jacent, il faut en tenir compte. Et ça n'a pas été remplacé par des flux d'investissement ou par autre chose. Non. Il y a un désintérêt parce que le produit phare n'est plus nécessaire. Deuxième petite considération, les banques européennes, on peut comprendre qu'elles aient des problèmes de conformité en Afrique. Mais si vous voulez, Barclays a vendu tout ce qu'il possédait. Deuxième position en Afrique du Sud, le plus grand marché financier. Leur position en Égypte, deuxième puissance, à peu près ex aequo avec l'Afrique du Sud. Tout à l'heure, on parlait des comptes, mais voilà, il y a 2 pays derrière le Nigeria, assez loin maintenant, mais qui sont l'Égypte et l'Afrique du Sud. Bon. Barclays, c'était important. Maintenant, c'est Standard Chartered qui est en train de dire on va vendre nos implantations dans les petits pays. Il n'y a aucune présence des banques allemandes sur le terrain, ni des banques espagnoles. Le Santander a une participation au nord pour les banques espagnoles. Et les banques françaises, elles ont vendu d'abord les positions du Crédit Lyonnais, puis du Crédit Agricole, puis de la BPCE, puis dans les toutes dernières semaines de la Banque nationale de Paris et des Pays-Bas. Et maintenant, le dernier héros de la présence en Afrique, la Société Générale, vient de vendre 4 filiales. Vous voyez, c'est le repli complet du continent. Alors, on nous dit, on a un grand avenir commun, c'est le continent de la croissance. Oui, toutes les banques européennes se sont effacées. Demain, il n'y a que 2 grandes participations des banques chinoises. Mais elles sont en Afrique du Sud et au Nigeria, c'est-à-dire là où il faut être. Il y a quelques débuts, notamment dans EcoBank, de présence d'un pays du Golfe en Afrique subsaharienne. Mais évidemment, ça va se multiplier. Alors après, on dira, c'est incroyable, il y a un rejet français. On lâche l'Union européenne. On a été lâché. Troisième
élément. Ce n'est pas de la sévérité, hein, c'est juste de la lucidité, puisque tu nous appelais à la lucidité tout à l'heure. Les marchés financiers nous sont fermés. C'est comme ça. Ils sont hyperactifs. Le CAC 40 est à 7400, c'est-à-dire un niveau extrêmement élevé. La dynamique du Dow Jones aussi. Est-ce que nous pouvons aller sur les marchés financiers, nous autres pays du Sud, et notamment les pays africains? Non. Ou alors on peut y aller à 20% de taux d'intérêt réel. Pourquoi? Parce que nous représenterions des risques. Nous serions des gens qui, pour une raison qui m'échappe, parce qu'on avait un certain accès à ces marchés financiers jusqu'au Covid, retour du Covid et avant coup d'État, hein, avant que les gens commencent à confondre l'Afrique comme continent et des pays qui ont 0,1% du PIB et 0,05% de la population. Mais dès qu'il y a quelque chose qui se passe de désagréable sur 0,1%, on généralise. Hein. Si le Ghana est en défaut, il n'y a plus de crédit de la Côte d'Ivoire. En matière de dette, il n'y a aucun rapport entre la zone franc, la monnaie de la Côte d'Ivoire, c'est l'euro, hein, ce n'est pas le CEDI. Bon. Mais ça interdit à la Côte d'Ivoire, on est obligé de supprimer l'émission prévue la semaine suivante. Juste pourquoi? Parce qu'il y a un défaut du Ghana. Il y a toujours une généralisation. Nous n'avons pas jamais la généralisation des bonnes nouvelles, mais nous avons la contagion permanente de ce qui peut arriver. Les gens, parce qu'il y a un coup d'État en Guinée, vont annuler les conférences, les événements qu'ils avaient prévus à Nairobi. Et il faut leur expliquer, écoutez, il y a quand même 7 heures de vol, donc si vous voulez, entre Conakry et Nairobi, donc peut-être que vous n'annulez pas vos conférences à Helsinki, mais Helsinki est aussi près de Conakry, si vous voulez, que Johannesburg. C'était incroyable, l'effet de contagion instantané. Faire un tout petit peu attention, les marchés nous sont fermés. Le seul marché qui reste ouvert, parce qu'il correspond à un besoin urgent des pays riches, c'est la finance climat. Quand vous prenez en 2023 l'engagement d'être zen, émission zéro ou compensation par des crédits carbone en 2030, c'est maintenant qu'il faut absolument investir dans de la forêt, dans du nucléaire, parce que ça prend du temps de mettre ça en route. Et donc, l'Afrique est réputée, ce qui est assez légitime, hein, puisque c'est le dernier puits carbone du monde, notamment notre forêt équatoriale du bassin du Congo, puisque l'Amazonie, je parle sous votre contrôle, si Lula n'avait pas été élu, elle devenait nette positive en émissions de gaz, au lieu d'être le puits du carbone du monde. Il repose sur les épaules des électeurs et des dirigeants du Brésil de sauver le caractère de puits carbone de l'Amazonie. Sinon, il ne nous reste que le bassin du Congo. Bon, alors évidemment, on est un peu obligé d'investir en Afrique à cause de ça. C'est le seul marché qui reste ouvert. On devrait pouvoir drainer 25% de la liquidité de ce marché. Aujourd'hui, c'est 2,5. On est à un coefficient 10 de ce qui serait économiquement et techniquement normal. Les promesses, j'y reviens pas, de Copenhague à Glasgow, aucune n'ont été tenues. Ça, c'est un petit problème de confiance quand même. Ni ce qui était prévu en compensation, alors que, franchement, les pays du Sud, mais si ce n'était que le Rwanda, Madagascar, la Tunisie et nous, mais il ferait de plus en plus froid sur la planète, si vous voulez. On émet chez nous 0,6 tonnes de carbone, de gaz à effet de serre, ce qui est le 10e du pays le moins carboné d'Europe. Le 10e par tête d'habitant. Et le pays le moins carboné d'Europe, c'est la France. Mais la France est très en dessous de la moyenne des pays riches. Nous sommes 20 fois
en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE en émissions de gaz à effet de serre. Moyennant quoi, entre nos 4 pays ici, il n'y a que Tarek qui a l'électricité. Hein. C'est pour ça qu'on envie beaucoup la Tunisie. La Tunisie, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de respect pour l'économie tunisienne. Comme le sait Louise, parce qu'on a tenu la dernière conférence à Djerba, il y a l'électricité à Djerba. Pas chez nous, hein. Pas pour la moitié de notre population et dans certaines de nos provinces, je parle sous le contrôle de mes frères et sœurs ici, il n'y a pas 10% d'électricité. L'Occident a tenu une bonne partie de la sécurité du nord du Cameroun, contre Boko Haram, du nord-est, du Nigeria et d'une partie du Mali sur des régiments tchadiens. Au Tchad, il y a 11% de la population qui a l'électricité. Mais il y a d'ailleurs de bonnes âmes, sûrement bien intentionnées, qui nous expliquent qu'on n'a pas le droit non plus de développer nos ressources énergétiques, quand bien même on n'a pas d'électricité. Ça, si vous voulez, c'est aussi, indépendamment, si vous voulez, de ne pas tenir des promesses, c'est agaçant de nous donner des leçons. Ce n'est pas de la sévérité, hein, pas du tout. J'accuse personne et je ne dis pas que c'est l'Occident en général. Ça peut être des ONG bien intentionnées. Il y a une ignorance et une indifférence qui se traduit très concrètement dans le domaine financier, mais plus particulièrement dans le domaine financier. Les agences de notation n'ont aucune considération pour nous. Comment on mesure l'irrespect? C'est très difficile, une mesure arithmétique de l'irrespect. C'est extrêmement simple. Vous prenez les mêmes pays, vous prenez des pays différents avec la même notation, le même rating. Et vous regardez s'ils sont africains, en Asie du Sud-Est, aux Caraïbes, en Amérique du Sud, et vous verrez que nous avons 200 points de base de plus de primes de risque. Nous avons exactement la même notation. Et en général, quand on a la même notation, c'est qu'on a des indicateurs macroéconomiques bien meilleurs. Il n'y a pas de considération, il n'y a même pas de compétence des grandes agences de rating, ce qui handicape les marchés, mais en ce moment c'est moins grave, puisque de toute façon les marchés sont fermés. C'est quand même troublant. Monsieur le Premier ministre, par rapport à la période où vous étiez Premier ministre, par rapport à la période où j'étais Premier ministre, bon, petit pays, on a pris 400-500 points de base pour accéder à du financement. Nous sommes en asphyxie financière. Personne n'en parle. Personne n'en parle. On n'a pas eu de faculté d'accéder au marché financier pour le Covid, là où, comme vous le savez, le quoi qu'il en coûte, le whatever it takes, qui est à la fois macronien, mais qui est aussi du Mario Draghi, on n'a pas eu de quoi qu'il en coûte, puisqu'on n'avait pas la faculté d'aller vers les marchés. Enfin, sur le système multilatéral financier, il faut dire, Louise, que c'est lui qui est mis en cause. Quand Louise dit « le système international frustre nos populations, frustre notre jeunesse, frustre les dirigeants, met les dirigeants en bisbille avec leur peuple », on parle du système financier international ou du règlement des conflits, de l'OMC, etc. On ne parle pas de l'OIF, on ne parle pas de l'UNESCO, on ne parle pas de l'OMS en réalité, évidemment. Mais tout ce qui est financier, c'est à la fois de moins en moins de ressources concessionnelles, mais personne ne mesure ça, mais c'est arithmétique. Les concours concessionnels, c'est-à-dire à taux faible, à durée longue, donc avec un équivalent don, se sont effondrés. C'est pour ça qu'on est allé émettre des eurobonds. C'est parce qu'on n'avait plus de ressources des institutions financières de développement au même niveau. Donc vous voyez, c'est pas de la sévérité, mais si on est lucide, et je pense que les opinions publiques et beaucoup de gouvernements ignorent en fait ces quelques 5-6 éléments que je vous donne de réflexion quant à la question, est-ce qu'on est en train de préserver la possibilité de se développer
tout en finançant les réponses nécessaires sur le plan climatique et un certain nombre de pays en assumant les dépenses de guerre. Imaginez que les petits jeunes gens viennent vous voir quand vous êtes un responsable. Moi, j'étais un responsable du secteur privé européen. C'est très confortable. Je ne recevais jamais un petit jeune homme du FMI, dès que je suis passé à la primature, qui vient me dire mais monsieur le Premier ministre, enfin, industrialisez-vous. Je dis mais écoutez, ça ne mérite pas de passer 5 ans au MIT pour venir me dire industrialisez-vous. D'abord, vous êtes français et on a déjà un taux d'industrie manufacturière en hausse dans notre PIB qui est plus élevé que la France, parce que la France est passée au tertiaire et donc, au fond, on s'est déjà croisé, c'est-à-dire vous êtes déjà en dessous. Donc, ne venez pas me dire des truismes, ce n'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de programmes précis, de gens qui nous connaissent. Et s'ils ne nous connaissent pas, qui nous écoutent. Nous donner des leçons, ça n'a aucun sens. Si j'avais été patron de PAI, vous n'auriez jamais osé vous asseoir en face de moi et me dire, mais écoutez, Monsieur le Président, dépensez un peu d'argent dans l'industrie. Enfin, je n'ai pas besoin que vous me disiez ça. Je vous assure qu'on est traité comme ça. Et moi, ils avaient peut-être des précautions de logage parce qu'ils se disaient, bon, il a peut-être fait quelques années d'études d'économie, il va lui parler avec ses codes. Bon, si j'avais été lieutenant-colonel breveté de l'école de Der, je pense qu'il m'aurait traité encore un petit peu avec plus de condescendance. Bon, et donc, ce n'est pas de la sévérité. Nous sommes en credit crunch. Nous sommes en asphyxie financière. C'est important qu'on le sache à Poitiers, parce qu'à mon avis, ce n'est pas très connu, mais c'est quand même connu de nos dirigeants. Et puis les conséquences sur nos jeunes et sur nos populations sont telles, parce qu'il faut des remèdes à la disette, au chômage, etc., ou à l'effort de guerre, que, évidemment, ça pose un petit problème de découplage. Et c'est pour ça que Lula était très clair au sommet de Paris. D'abord, quel bonheur que le président Macron ait inventé ce sommet qui est en réalité un sommet contre la défiance et pour rétablir du dialogue et de la crédibilité. Naturellement, les plus grands financiers du monde ont dit que ça ne sert à rien. Bon, heureusement, tout le monde était là. Heureusement. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Lula? Il a dit, on va s'en occuper nous-mêmes. Les BRICS, la question, ce n'est pas de savoir si on est contre le Fonds monétaire. La question, c'est d'avoir un instrument où on existe. Le Fonds monétaire, il a été créé en juillet 1944, en 3 semaines à Bretton Woods. Il a 80 ans. Mais on n'était pas nés. Le Rwanda, ça n'existait pas. Oui, le Brésil existait. La Tunisie n'existait pas comme État souverain. Madagascar n'existait pas. Le Bénin n'existait pas. Personne ne prévoyait qu'ils existeraient. Là, c'est une chose, ça n'a l'air de rien, Monsieur le Premier ministre, mais dans la grande bascule, on a assez envie que ce soit nos institutions régionales, nos banques de développement régionales, qui d'ailleurs se portent assez bien, etc. Mais c'est extraordinaire d'appartenir à une association, à une fondation commune, où on était là le jour de la création et qui est faite par nous, pour nous. Parce qu'on nous fait vraiment toujours sentir, oui, toi tu es gouverneur, là, toi Lionel, tu es gouverneur de la banque et du fonds. Moi j'étais absolument ravi. Alors comme toi tu es gouverneur et que tu présides le caucus africain, là je vous raconte une assemblée du FMI et de la banque. C'est toi qui vas présenter le rapport d'évaluation des ministres africains, des finances et des premiers ministres sur l'action de la banque et du fonds. Parce qu'on fait ça à chaque assemblée générale d'automne. Donc je vais à Lima et la direction du fonds me dit « Et d'ailleurs, on t'a préparé le rapport d'évaluation du fonds. » Non mais vous imaginez? Je connais beaucoup, oui, j'ai vécu ça aussi assez souvent. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, il y a quand même dans le système multilatéral, et puis simplement, il faut raisonner sur les ressources nécessaires, et on est obligé de s'en occuper. Non pas qu'on ait un bilan très important. Et d'ailleurs,
Monsieur l'ambassadeur, la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, instrument de la Ligue arabe pour financer l'Afrique subsaharienne, vient de recevoir autant de fonds propres que la BAD. Une augmentation considérable. Volonté saoudienne qui préside, et volonté qui préside le conseil d'administration, et volonté des Émirats. Donc on fait entre nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Entre nous, parce qu'il y a une dimension de besoin, une dimension de méthode, et puis le fait que là, au moins, on est à peu près au moment de la création. Et je voudrais juste terminer en disant oui. Je vous rappelle que vous avez un train, mais surveillez l'horaire. Hein. Bon. En vous disant quelque chose, c'est dans cette grande bascule, nous, effectivement, on va rester assez multi-alignés tous. Multi-alignés ou non-alignés. Parce que maintenant, on est en fait en train de s'occuper de nous-mêmes. Ça, il faut l'admettre. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. L'Europe a un chemin qu'elle a pas mal emprunté et que l'Arabie saoudite joue merveilleusement, d'ailleurs souvent avec la France. Tout ce qui est immatériel et culturel, je vous assure, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Louise y a fait allusion tout à l'heure. Je vous assure que ce qui a été fait le mieux par la France, d'une certaine manière, parce que c'est un signe de considération extraordinaire, c'est après le discours de Ouagadougou en 2017, la restitution des objets pillés par les corps expéditionnaires. Et ça, si vous voulez, c'est un signe où toute la jeunesse a adhéré. Il y a très peu de politiques d'un Européen où la jeunesse africaine aujourd'hui adhère spontanément, même quand c'est très généreux. Mais la considération est une valeur ou un principe immatériel vraiment fondamental. Et j'ajouterais, pour ceux de la diaspora qui sont ici, comme Pierre de Gaëtan, et comme tout ce que tu as fait personnellement avec les journées de la diaspora et avec Bonne Nouvelle d'Afrique, c'est pas possible de dire nous avons un passé commun. Oui, enfin bon, c'est comme entre la France et l'Allemagne, c'est un passé compliqué, mais on peut le dominer. Bon. Et nous avons un destin commun. Mais vos enfants, vous enfants là, africains, de la diaspora, ils sont chez vous, chez nous, ici, en Suède, en Belgique, en Italie. Écoutez, quand même, ils ont un sentiment de discrimination, oui, qui progresse. C'est très difficile. Si on n'a pas, avec les diasporas sur nos territoires européens, et moi je le dis parce que je suis d'une diaspora métisse, si vous voulez, qui d'ailleurs c'est plus confortable d'être métisse. Bon, si nos enfants ne sont pas les bienvenus, et s'ils sont discriminés d'une façon de plus en plus claire, même dans des pays de tradition différente, là où l'extrême droite progresse plutôt au nord de l'Europe, ou vers le sud de grandes péninsules, vers le sud, alors c'est très difficile d'avoir un discours sur notre destin commun, notre avenir commun, l'Afrique est la solution de l'Europe. Mais vos enfants dans les banlieues, là, quand même, en fait, on en voudrait un peu moins. Et vous voyez, tous ces éléments immatériels, culturels, d'acceptation de l'autre, y compris sur son propre territoire, si vous voulez, les citoyens français en Afrique se sentent plus confortables, probablement, que nos citoyens africains dans le 93. Il faut rétablir quelque chose comme une égalité. C'est au moins aussi important et très complémentaire des éléments financiers si on veut que la bascule ne soit pas juste une bascule très déséquilibrée. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Lionel, de cette intervention. Je pense que mon maître politique, qui était Jacques Chirac, entendant tout ça, notamment sur la considération, sur le respect, Chirac était toujours extraordinairement attentif à ce que les uns et les autres se sentent en permanence respectés et avoir au fond, cette analyse sur
la méfiance et les fondements de la méfiance. Ce que vient de faire Lionel Zinsou, c'est de nous montrer que cette méfiance dans les relations internationales, cette envie à un moment de traiter les affaires par soi-même et donc de dire aux BRICS, on va avoir notre propre banque, au fond, cette volonté de traiter les choses soi-même, au fond, c'est parce que aussi il y a un certain nombre d'antécédents et que ce qui a été dit, non seulement il y a des faits objectifs comme les marchés sont fermés, mais il y a aussi ce problème de considération, de méfiance. Merci beaucoup, Lionel, de cette intervention et de ta participation à l'ensemble de ces sujets. Dernière intervention, un peu rapide parce qu'on a naturellement le temps, mais dans cette logique-là, on a fait l'appel à la société civile. Parmi la société civile, il y a les entreprises, y compris celles qui sont dirigées par les femmes, y compris celles qui sont dirigées par des jeunes. Mais comment est-ce que, puisque tu es à la tête d'un réseau d'entreprises mondiales qui vise justement à apporter, par la vie entrepreneuriale, des relations apaisantes sur le plan des relations internationales? D'abord, bonjour, merci Monsieur le Premier ministre pour l'invitation. C'est pour moi un bonheur d'être avec vous, d'écouter toutes ces interventions qui sont de très très grande qualité. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, je vous en remercie. Deux mots, d'abord, moi je suis opérateur économique comme tout à l'heure l'a recommandé Madame la secrétaire générale de l'OIF. Je suis à la tête d'un groupe de sociétés dans plusieurs secteurs. Je préside une institution patronale en Tunisie qui est l'équivalent de la CPME. Et j'ai la chance également de présider ANIMA, qui est un réseau de coopération des acteurs économiques d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ce réseau réunit 70 organisations et porte sur 22 pays. Alors, ce qu'on fait, c'est essayer un peu d'apprendre des uns des autres et essayer d'ouvrir des perspectives pour les différents pays, les différentes structures qui sont au sein d'ANIMA. Et je dois dire, avec beaucoup de réussite et avec un bon rendu, si vous voulez. Mais nous nous trouvons devant de grandes difficultés, notamment en Afrique. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais je pense aujourd'hui il y a de grandes difficultés, notamment dans certains pays africains. Je suis tunisien, donc je vois un peu les flux d'émigrés qui passent par la Tunisie, parce que c'est le principal pays par où passent les émigrants africains de tous les pays. Je peux vous dire que c'est insupportable. Insupportable de voir ces images, insupportable de voir le traitement qui est fait pour ces personnes qui passent par différents pays. Et je pense qu'il y a des choses à faire pour alléger. Je ne dis pas que ça peut arrêter, loin de moi. Moi, je passe beaucoup de temps dans ma vie à voyager en Afrique, principalement parce que nous sommes également présents industriellement en Afrique. J'exporte beaucoup en Afrique, mais nous sommes industriellement présents en Afrique. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à investir dans les pays africains, dans les différents pays, je ne vais pas les énumérer, et qui peuvent alléger cette situation qui est une situation pénible de pauvreté et de désespoir. Et quand je parle de désespoir, je parle beaucoup avec les gens, et effectivement, il y a un problème de confiance aujourd'hui avec un certain nombre de pays européens qui ont promis ou qui ont donné des promesses qui n'ont pas été tenues. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau et ça peut alléger. Alors, quand je parle comme ça, c'est peut-être facile de parler devant un parterre d'Européens en disant « aider l'Afrique ». Aider l'Afrique, ce n'est pas nécessairement donner de l'argent. Aider l'Afrique, ça peut être également, en partie, c'est ce qui se passe dans mon pays, pas suffisamment, mais en partie industrialiser le pays. Industrialiser, je ne viens pas ici pour dire fermer des usines en France, ouvrez-les en Tunisie ou en Afrique. Pas du tout. Et ce n'est pas du tout ce qui se fait. En Tunisie, il y a plus de 3000 entreprises européennes. Ces entreprises n'ont pas fermé leur site, n'ont fermé aucun site en Europe. C'est une présence en Tunisie sur une partie de leurs produits qui leur donne une compétitivité supplémentaire pour avoir une péréquation après
pour pouvoir concurrencer la Chine, la Corée et les autres pays. Et je peux vous dire, je suis étonné de voir les investissements qu'il y a en Chine ou dans les pays asiatiques, et ça, on l'a vu pendant la période Covid. Quand on voit les gens se bagarrer pour les masques sur les tarmacs de certains aéroports, à ce moment-là, il y a eu des entreprises européennes qui sont venues vite en Tunisie et qui ont fait en sorte de sous-traiter ou de rattraper le coup. Je pense qu'il y a des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Je ne parle pas de la Tunisie, je parle essentiellement de l'Afrique. Évidemment, la partie nord-Afrique, c'est peut-être plus facile, mais pas uniquement. Nous sommes présents. Moi, j'ai une usine au Sénégal, ça fonctionne très bien, il n'y a absolument aucun problème. Et ça a permis à notre groupe d'avoir de bons résultats et surtout de donner une compétitivité supplémentaire aux industriels sur place. Alors, il y a tellement de choses à faire, je pense qu'il y a un effort au niveau du discours, mais au niveau du comportement des Européens avec les pays africains. Il y a, avec les pays africains, on peut faire beaucoup de choses et on n'a aucun risque. Quand j'ai parlé des masques, un pays africain, demain, avec une dimension de 10, 20, 30 millions, ne va pas vous prendre vos produits s'il y a un problème. Par contre, avec la Chine, on l'a vu, il y a ce problème. Et puis, puisque tout à l'heure, Lionel a parlé du financement vert, je pense que nous avons un bilan carbone qui est très positif et qui permet au pays de bénéficier de ce bilan carbone, de donner la souveraineté aux pays européens sans prendre de risques et de donner de l'espoir. Un mot sur le financement. Ce qu'a dit Lionel est très juste. Le coût aujourd'hui est exorbitant. Non seulement les banques sont réticentes pour donner du crédit, et notamment pour les nouveaux projets, donc, et le coût de l'argent est très cher. Quand vous avez un coût qui dépasse 12, 13, 15%, dans quel produit vous pouvez faire des marges confortables pour pouvoir rembourser? Alors aujourd'hui, vous avez la fermeture de certaines banques, ce que je confirme, mais le problème, c'est que vous n'avez pas suffisamment de banques de développement. Même s'il n'y a pas de banque de développement, moi je pense aux lignes de crédit. Il y avait des lignes de crédit, j'ai vécu ça à un certain moment, et je pense que ces lignes de crédit peuvent donner une très belle image, une très bonne image des pays européens, parce que ça peut être conditionné en partie pour des produits ou pour de la formation ou pour du matériel européen, mais ça peut soulager énormément les opérateurs économiques. Moi-même, j'ai essayé avec Maria Novak, sûrement vous la connaissez, on a créé une institution de microcrédit, mais comme on n'avait pas la capacité d'émarger sur l'épargne nationale, on a été obligé de revendre cette institution parce qu'on était mal à l'aise de donner des crédits à 20-25% à des petites gens qui avaient besoin d'argent pour avoir de petites unités pour faire tourner un peu leurs machines et leurs économies. Voilà un peu ce que je voulais dire. Nous avons un rôle, nous voulons jouer ce rôle, mais il faut qu'il y ait les éléments nécessaires pour pouvoir le faire en toute sérénité et donner surtout de l'espoir à notre jeunesse. Et je comprends que cette jeunesse aujourd'hui est un peu désemparée. Il y a le volet économique, mais il n'y a pas que le volet économique, Monsieur le Premier ministre, et j'ai terminé. Il y a le côté éducation, où il y a beaucoup d'investissements à faire, et le côté éducation, il y a un retour sur investissement quand on investit dans l'éducation, mais également la culture et le sport. Voilà. Merci beaucoup. On voit bien que la secrétaire générale de l'OIF nous a dit des choses très importantes tout à l'heure, notamment sur la différenciation des pays, parce qu'on voit bien qu'on a vu plusieurs pays successifs, mais ce qui se passe en Arabie Saoudite, ou ce qui se passe au Bénin, ou ce qui se passe en Algérie, ou ce qui se passe en Tunisie, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on voit bien qu'il faut faire attention de ne pas rentrer dans des amalgames assez compliqués. On le voit sur l'Afrique, par ce que nous dit Lionel sur cette
contamination des difficultés, même quand vous êtes à 7 heures de vol d'un autre pays. Au fond, on voit bien qu'on regarde l'Europe de manière différenciée, on regarde l'Asie de manière différenciée, et on regarde souvent l'Afrique de manière, elle, complètement globale, alors que les sujets, là aussi, ne sont pas forcément globaux. Et donc, ce qui est quand même très important, je crois, dans cette affaire, c'est de voir l'importance qu'on a de s'ouvrir aux sociétés civiles et de faire en sorte, partout, on le voit d'ailleurs dans nos pays, c'est la même chose dans l'ensemble des pays aujourd'hui, on voit bien qu'il faut associer les gens, les consulter, avoir des dynamiques, et au fond, ne pas laisser des minorités agissantes sur le bord de la route, et notamment quand il s'agit des jeunes, quand il s'agit de l'auto-entreprendre, ou les femmes, dans bien des sujets. On voit dans les négociations aujourd'hui que souvent les femmes ont un rôle très important qui peut bien aider, mais pour peu qu'elles aient accès à la formation pour, avec les groupes armés par exemple, pour pouvoir être des acteurs de négociation formés. Donc on voit que cette ouverture à la société civile, c'est quelque chose qui transperce un peu l'ensemble des différents pays, et on voit bien qu'avec cette approche-là, on pourrait avoir des approches financières, des approches de confiance qui sont un peu différentes que ce que nous ressentons aujourd'hui, parce que ce que nous a dit quand même Lionel de manière très directe, ce que nous a dit aussi Louise Mouchier-Ouikabo, qui au fond nous l'a dit de manière plus diplomatique, au fond c'est que la méfiance a ses fondements.